Le regard déchronologique sur le chemin parcouru ensemble depuis le 22 juillet 2019 m'amène à reconnaître humblement que sans le soutien et la solidarité de tous, je n'aurais rien pu faire en tant que président. Sur ce parcours de combattant, il nous est peut-être arrivé de déplaire à quelqu'un ou de le froisser. Je voudrais que celui-ci sache qu'il arrive qu'on blesse, mais ce qu'on aime, par inattention et par souci de bien faire. Qu'il comprenne donc cette réalité humaine et qu'il nous pardonne. Nous avons pu faire ce que le temps, les moyens et les hommes nous ont permis d'accomplir au cours de ces 5 années où nous avons travaillé d'arrache-pied et sans répit pour atteindre les objectifs spécifiques que nous nous sommes fixés. Compte tenu de l'immensité et de la complexité des 10 chantiers, nous savions que nous ne pouvions pas tout faire et que ce qui resterait sera continué par la 7e mandature qui prendra bientôt le relais. De renouveler la convention de 5 organes qui ont respecté les obligations conventionnelles sur les 26 organes dont les conventions sont arrivées à terme et de donner un moratoire aux 21 autres organes qui ne sont pas encore prêts. 6. Étude et adoption du rapport relatif à la mission de contrôle technique des nouvelles télévisions éditeurs, Lumen Christ TV, Maranatha TV, A+ Bénin et la radio Agbaïzoum FM. Après examen et adoption du rapport, la plénière a décidé de signer les conventions avec les nouvelles télévisions éditeurs, Lumen Christ TV, Maranatha TV, AB+, et la radio Agbaïzoum, ce qui vient d'être fait. 7. Étude et adoption du rapport relatif à l'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. La plénière, en adoptant ce rapport introductif, a pris la décision numéro 24-029-BARAC du 27 juin 2024 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. Je voudrais, en tant que Benjamin de cette grande famille, vous dire notre expression de gratitude, les exigences qui ont été observées même dans la conduite des travaux qui ont consacré l'existence de ces radios est la preuve de ce que l'État béninois veut, des médias de qualité, et cela nous rassure et en même temps est une pression de ce que les tests qui sont mis dans la convention, les différents éléments devront être respectés pour que les Benjamins que nous sommes puissent mériter l'amour que les parents que vous êtes pourraient avoir. Je voudrais, au nom des médias en ligne, tout d'abord remercier le président de l'ARAC et tous les conseillers membres de cette institution pour le travail qui a été accompli et qui a permis d'aboutir à la signature des conventions d'aujourd'hui pour différents organes et en particulier pour les médias en ligne que je représente. Je voudrais dire que vous avez joué votre partition, vous avez relevé le défi au bout d'un processus qui a été lent, mais qui aujourd'hui aboutit, en seconde phase d'ailleurs, à la signature de ces conventions, puisque un certain nombre de conventions ont déjà été signées il y a quelques mois. Et je voudrais dire qu'il nous appartient maintenant, à nous, médias en ligne, de relever notre défi, de jouer notre partition. 1. L'adoption d'une plaque symbolique matérialisant la passation entre les présidents sortants et entrants de la conférence. 2. Encourager la collaboration entre les grandes chancelleries francophones pour des partages d'expériences sur les problèmes techniques de fonctionnement. 3. La mise en place d'une commission d'experts pour le suivi et l'analyse des recommandations et des thèmes des conférences. 4. Formaliser le cadre d'échange avec l'Organisation internationale de la francophonie. Maintenant que j'ai été désignée comme présidente en exercice de notre conférence, je tiens à vous dire mon engagement à maintenir
les liens qui nous unissent, les liens de fraternité, de solidarité et de cohésion. Je m'engage également à travailler à agrandir la famille des grandes chancelleries francophones, en prenant avec mes pairs et avec le président et avec le grand chancelier de l'Ordre national de la Guinée équatoriale, en appui, avec l'appui plutôt du grand chancelier de la Légion d'honneur de France. Je tiens donc à prendre l'engagement de travailler à faire en sorte que notre conférence s'étende à d'autres chancelleries. La reconnaissance, c'est reconnaître la dignité de quelqu'un, et c'est quelque chose qui ne s'accompagne pas d'une récompense physique ou matérielle. C'est quelque chose qui est impalpable, immatériel, et qui fait que cette personne grandit dans l'estime qu'elle a d'elle-même. Et donc, les récompenses honorifiques, elles sont très très importantes pour une société parce qu'elles créent du lien social. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous partagé entre grandes chancelleries francophones. Et nous sommes tous tombés d'accord sur cette idée qui pour moi est extrêmement importante, qui est que la reconnaissance des mérites est un ferment absolument essentiel de la citoyenneté et fait progresser les sociétés. C'est que la récompense matérielle ou financière n'est pas nécessairement le meilleur moyen de récompenser un citoyen qui a fait preuve, disons, de dévouement, de compétences, d'excellence dans la mise en œuvre des différents programmes qui lui sont confiés, ou bien même dans la différence des actions ou de la promotion et le développement du pays. Oui, les échanges que nous venons d'avoir augurent effectivement d'une bonne conférence dont je ne doute pas de la réussite, tant la préparation a été minutieuse par les services de la vice-présidence en liaison avec la présidence en exercice du Sénégal. Donc les deux grandes chancelleries ont travaillé depuis quelques mois pour préparer cet événement et je ne doute pas que nous aurons un résultat très important. Il n'est pas facile aujourd'hui d'organiser une conférence et d'avoir l'assurance de voir tous les invités répondre présents. Je ne m'attendais pas à ce que nous ayons tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Je sais que certains auraient voulu être avec nous, mais pour diverses raisons, ils ne sont pas là. À tous ceux-là, je dis merci. À ceux qui sont là aujourd'hui, je dis merci. Je voudrais vous demander de faire comme si, non, vous êtes chez vous. Vous êtes vraiment chez vous. Ne vous chargez pas de complexe. Ce dîner est organisé pour vous. Libérez-vous, détendez-vous, découvrez les saveurs du Bénin. Le marché d'Antokpa est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Situé au bord de la lagune de Cotonou, c'est l'un des plus importants espaces d'échange de gros et de détail, occupant une superficie de 25 hectares. Malheureusement, ces jours sont comptés. La directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés l'a rappelé le dimanche 16 juin lors d'une sortie médiatique. Une décision qui n'est pas la bienvenue chez certains Béninois. Vous savez, le Bénin a deux choses à vendre. Notre marché et notre démocratie. Le marché d'Antokpa, là, c'est parmi les plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest, les plus grands marchés internationaux de l'Afrique de l'Ouest. Les gens reconnaissent le Bénin à travers le marché d'Antokpa. Quand je faisais, moi, la broderie, apprentissage à l'hôtel Babo, mais les Camerounaises, les Gabonaises, les Équatoriennes viennent et on les amène là-bas pour acheter les basins, les tissus que nous ramenons dans nos ateliers pour faire la broderie. Et on gagne de l'argent. Donc le marché là, c'est un marché international.
Et ça a été créé depuis des années, depuis 1922, quelque chose comme ça. Hein? Maintenant, on veut casser ça pour remettre au blanc, ou bien on veut renouveler ça pour que les bonnes dames restent dedans. C'est quoi? Ça ne va pas. Ça ne peut pas se passer. Nous sommes farouchement opposés à la délocalisation du marché de Tokpa pour envoyer où, à Glodjigbe, je ne sais pas où. Le statut de marché de Tokpa, géographiquement, les gens viennent de Porto Nouveau, de Sakété, du Nigeria et aussi de la date de Guézin et autres pour venir vendre des divers produits. D'abord, c'est une bonne initiative prise par le gouvernement béninois. Parce que déjà arrivé à Dantokpa, là, il y a assez d'embouteillages. Donc, ce qui n'avantage vraiment pas la circulation. La circulation est assez dense. Donc, je crois qu'avec cette initiative, ça permettra à la population béninoise d'avoir une libre circulation. En 2002, c'est comme ça qu'ils ont fait pour déloger Djako. Et le point de vente de véhicules d'occasion là, Djamako là, qui est à côté du port ici là. Quand ils ont délocalisé ça, c'est fini. Le véhicule, ce commerce là est tombé. Ce commerce là est tombé. Donc il veut délocaliser dans ton pas. Il faut voir combien de noms vont là, combien de bonnes dames vont là, combien les hommes qui vont là. Mais ils n'ont qu'à bien réfléchir. Hein. Est-ce qu'il n'est pas bon, utile, de laisser le marché de Tokpa là où il est et de construire d'autres marchés suivant le plan de développement du Bénin? Est-ce que c'est forcément la délocalisation du marché de Tokpa qui fera ce qu'ils veulent? Je dis non. Ça, c'est pour mettre du trouble encore. La sécurité est vraiment capitale. Avec ça, avec cette initiative que le gouvernement a prise, il y aura la sécurité. C'est vrai que le déplacement fera un peu de contraintes, mais je crois qu'avec le temps, la population béninoise pourra s'adapter à ça. Là, dans Tokpa, là, c'est réservé au monde entier. Les Français viennent, les Belges viennent, tout le monde vient là. Mais c'est quoi? Ils n'ont qu'à laisser au moins le Tokpa. Parce qu'ils ont touché déjà à notre démocratie. Et ils veulent encore toucher à notre marché qui est cher à nous là. Alors le pays va tomber à jamais. Mais il faut rappeler que le gouvernement a mis en place un plan détaillé pour la relocalisation des commerçants du marché d'Antokpa vers de nouvelles infrastructures commerciales. C'est le fait que tous les projets prévus dans le cadre du secteur des PME ont été bouclés et sont en train de démarrer. Je n'ai pas cité ici tous les projets, mais tous les partenaires techniques et financiers qui avaient prévu des projets avec le Bénin ont conclu ces projets, ont démarré tout doucement ces divers projets et dont la montée en puissance permettra d'impacter beaucoup plus les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin dans les années à venir. Ce qui est prévu sera fait avant 2026, qu'on fera plus que cela. C'est ça même l'ambition. Ça permettra d'impacter et d'avoir une masse critique de micro, petites et moyennes entreprises capables de permettre la transformation structurelle de l'économie et d'assurer la prospérité du Bénin dans la ville. Le gouvernement a mis à notre disposition de nouvelles mesures qui permettent de promouvoir avec beaucoup plus d'efficacité et d'efficience de l'emploi, notamment le programme spécial d'insertion dans l'emploi, et qui permet aujourd'hui d'impacter environ 3000 jeunes qui travaillent dans les entreprises et dont les salaires et toutes les charges sont prises en charge par l'État. C'est donc un appui à la fois à l'entreprise, mais également à l'insertion professionnelle des jeunes avec beaucoup plus d'efficacité que par le passé, où, à travers nos programmes de stage, le taux d'insertion était presque zéro. Nous avons également le projet d'inclusion des jeunes, qui est un projet qui prend en compte les peu ou pas instruits. Et grâce à ce projet, nous avons à la date d'aujourd'hui environ 5000 jeunes qui sont en stage apprentissage.
dont 1500 ont bénéficié d'un contrat de travail. Les grandes mesures mises en œuvre actuellement concernent le programme spécial d'insertion dans l'emploi et qui impacte notamment les diplômés, ceux qui ont des formations professionnelles et techniques et dont le marché a besoin, dont les entreprises ont besoin. Le gouvernement de Patrice Talon a fait beaucoup et continue de faire beaucoup pour nous, les entrepreneurs, pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites et moyennes industries. D'une part, nous avons ce qu'on appelle la technicité que le gouvernement Patrice Talon nous a apporté. Nous avons ce qu'on appelle aussi la lutte contre le retard des factures que ce gouvernement nous a apporté à travers le ministère des petites et moyennes entreprises. Il faut aussi préciser que nous avons ce qu'on appelle la digitalisation et la numérisation. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec ce ministère, les choses deviennent beaucoup plus faciles pour les petites et moyennes entreprises à travers les réformes qui sont mises en place au niveau du ministère de la digitalisation et du numérique. Par exemple, APES Bénin a pu bénéficier, à cause de ce gouvernement, la création de son site internet. Ce sont par exemple quelques actions positives que le gouvernement du président Patrice Talon a donc permis à ce que les PME et les PMI puissent obtenir. Il faut aussi dire par exemple qu'à travers ce qu'on appelle le programme d'insertion pour l'emploi, le PSIE par exemple, et aussi à travers l'ANIPE, les petites moyennes entreprises, les petites et moyennes industries aujourd'hui permettent et parviennent à obtenir ce qu'on appelle la main-d'œuvre de qualité, parviennent à obtenir ce qu'on appelle les ressources humaines. Et notre président ne cesse de nous épater parce qu'il nous encourage, surtout nous jeunes, dans l'entrepreneuriat à travers divers moyens. Et je le félicite, je lui demande de pérenniser cela, de continuer dans ce sens. Au Nigeria, 18 personnes au moins ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans 3 attentats suicides samedi dans la ville de Goza dans l'état de Borno. La première explosion a eu lieu lors d'un mariage. La kamikaze a enclenché l'engin en plein milieu de la cérémonie. La seconde attaque s'est produite juste après, pendant les rites funéraires des victimes de l'attentat du mariage. Quelques minutes plus tard, une explosion d'un autre engin par une adolescente a eu lieu aux alentours de l'hôpital général de la ville, ont affirmé les autorités locales. Les blessés ont été transportés dans plusieurs ambulances vers la capitale Maïdougouri. Boko Haram s'était emparé de Goza en 2014 et l'avait déclaré califat après avoir pris le contrôle d'une partie de l'état de Borno. La ville a depuis été reprise par l'armée nigériane, mais le groupe terroriste continue de lancer des attaques. Dans une mosquée de Nairobi au Kenya, les funérailles d'Ibrahim Kamo tué par balle lors des manifestations populaires de mardi dernier contre le projet de loi fiscale du gouvernement, projet de loi finalement retiré par les autorités du pays. Vendredi, les fidèles ont prié pour le repos de l'âme du jeune garçon de 19 ans. Après le sermon de l'imam, une foule a porté le cercueil d'Ibrahim Kamo dans les rues de Nairobi en guise d'hommage avant l'inhumation. Mardi, les manifestants avaient pris d'assaut le Parlement kényan. La police aurait tiré sur la foule à balles réelles. Le chaos général a fait plusieurs morts, 22 selon certaines sources. La loi de finances a suscité une résistance farouche de la part du public kényan qui souffre déjà de l'augmentation du coût de la vie. Malgré son retrait par le président William Ruto, la protestation a continué jeudi. Au Nigeria, 18 personnes au moins ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans 3 attentats suicides samedi dans la ville de Goza dans l'état de Borno. La première explosion a eu lieu lors d'un mariage. La kamikaze a enclenché l'engin en plein milieu de la cérémonie. La seconde attaque s'est produite juste après, pendant les rites funéraires des victimes de l'attentat du mariage. Quelques minutes plus tard, une explosion d'un autre engin par une adolescente a eu lieu aux alentours de l'hôpital général de la ville, ont affirmé les autorités locales. Les blessés ont été transportés dans plusieurs ambulances vers la capitale Maïdougouri.
Boko Haram s'était emparé de Goza en 2014 et l'avait déclaré califat après avoir pris le contrôle d'une partie de l'état de Borno. La ville a depuis été reprise par l'armée nigériane, mais le groupe terroriste continue de lancer des attaques. L'Afrique du Sud a un nouveau gouvernement. Pour la première fois de son histoire, le pays sera dirigé par une coalition d'union nationale. L'ANC a perdu sa majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives de mai dernier. La mise en place de ce gouvernement d'union nationale sous la forme actuelle est sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Nous avons dû réfléchir à la manière de former un nouveau gouvernement de manière à promouvoir l'intérêt national, à tenir compte des résultats des élections et à utiliser les capacités respectives de chacun des partis représentés. L'ANC au pouvoir conserve 20 des 32 postes ministériels. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, en obtient 6 et le reste pour d'autres partis d'opposition. Il est important que nous déployions à des postes de responsabilité des personnes engagées, capables et travailleuses et qui sont également intègres. Nous avons dû veiller à ce que tous les partis puissent participer de manière significative à l'exécutif national, ainsi qu'à divers postes parlementaires, et à ce qu'ils représentent correctement la diversité du peuple sud-africain. Le président Ramaphosa a par ailleurs reconduit Paul Massatile dans ses fonctions de vice-président. En Mauritanie, les bureaux de vote pour l'élection présidentielle ont fermé sur l'ensemble du territoire samedi en fin de journée pour laisser place au dépouillement. Au total, ce sont 1 939 342 électeurs répartis dans 5 400 bureaux de vote qui étaient appelés à élire leur président pour les 5 prochaines années. Selon la commission électorale, le taux de participation provisoire était de 40% 2 heures avant la fin des opérations de vote. Aucun incident majeur n'a été signalé dans le pays, même si certains candidats ont dénoncé des intimidations de leurs représentants dans certains bureaux de vote. Les résultats provisoires devraient être annoncés officiellement dans la journée de ce dimanche ou lundi. En France, 49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leurs 577 députés. Des élections législatives anticipées qui pourraient marquer un tournant décisif. En effet, 3 semaines après sa victoire aux élections européennes, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella est proche du pouvoir selon des sondages. Parmi ses promesses, la lutte contre l'immigration, la préférence nationale en matière d'emploi et de logement, le RN veut également réduire la TVA sur les prix de l'énergie et abolir le droit du sol. En face, le bloc de gauche réuni sur la bannière Nouveau Front Populaire et Ensemble pour la République du président Emmanuel Macron qui, selon les sondages, perdrait des sièges. Le second tour du scrutin est prévu le 7 juillet. Cinq bombes ont été découvertes dans un mur de la mosquée Al-Nouri du projet en cours Faire revivre l'esprit de Mossoul, visant à restaurer les monuments et le mode de vie multiculturel de l'ancienne ville d'Irak. Une a été désamorcée, mais les 4 autres sont reliées entre elles et n'ont pas encore été désamorcées, selon l'UNESCO. La découverte a été faite mardi à l'intérieur du mur sud de la salle de prière. Les travaux ont été suspendus, explique cet homme, car des engins explosifs ont été découverts à l'intérieur de la mosquée Al-Nouri. Une équipe d'ingénieurs de Bagdad doit intervenir parce qu'il s'agit d'un projet important concernant cette mosquée. Si elle explose, toute la zone sera dévastée. Si l'UNESCO reconnaît qu'il s'agit d'un dispositif conçu pour détruire la mosquée, l'agence onusienne rassure, la situation est totalement sous contrôle, il n'y a pas de risque pour la population aux abords et les engins explosifs devraient être démantelés dans les prochains jours.
Par mesure de sécurité, le chantier a été suspendu jusqu'à ce que les bombes soient neutralisées. Les travaux de restauration financés par des fonds émiratis doivent en principe être achevés en décembre prochain. En Iran, le réformateur Massoud Pezeshkian a remporté le premier tour de l'élection présidentielle avec 42,5% des voix, suivi par le conservateur Saïd Jalili, 38,6%. Les deux candidats se préparent désormais pour un second tour prévu le 5 juillet prochain, car aucun d'eux n'a réussi à obtenir la majorité absolue des voix. Sur 14 élections présidentielles organisées dans le pays, une seule s'est jusqu'à présent décidée au second tour, c'était en 2005. De plus, avec un taux de participation d'environ 40% et non encore confirmé par les autorités, il s'agirait du plus faible taux jamais enregistré depuis la formation de la République islamique en 1979. Une forte participation était pourtant souhaitée par les autorités. Le guide iranien l'Ayatollah Khamenei avait même appelé les 61 millions d'électeurs à se rendre massivement aux urnes pour faire barrage à des candidats pro-Occident. L'élection de vendredi devait permettre de désigner le successeur du président Ebrahim Raïssi décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai.